Bonjour à tous. On le sait par expérience, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque jour, nous rencontrons des défis, des problèmes personnels, des difficultés professionnelles ou simplement des contraintes quotidiennes. Mais tous ces aléas font partie intégrante de notre parcours. On ne peut pas tous les maîtriser et c'est peut-être cela qui rend la vie excitante, nous offrant des expériences et des leçons que nous ne pourrions jamais apprendre autrement. Les aléas de la vie nous permettent également de retrouver, au détour d'une parution, des amis de 30 ans et ainsi de renouer des liens au fil des ans distendus. C'est ainsi que j'ai pris connaissance d'un livre intitulé « Les Magnifiques » qui brosse un tableau de 80 personnages du monde juif qui ont marqué leur époque. En voyant la couverture, j'en connaissais 5, peut-être 6. Mais quels étaient les 76 autres ? La réponse, je l'ai trouvée en lisant la préface de Chaim Kourchia, grand rabbin de France. Comment retenir quelques dizaines de noms, de destins dans l'immensité des aventures humaines que le peuple juif a connues, sans être sûr de passer à côté de celles et ceux qui ont aussi construit sa spécificité et son génie propre. Chaim Musicante, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce livre. Ce livre, justement, on va en parler, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes écrivain, journaliste, président de l'Association des Amis de Radio Shalom Paris, ancien directeur général du Bnei Brit Europe et ancien directeur général du CRIF. Et vous avez écrit en ouvrage, ceci à 4 mains, avec Jean-Pierre Allali, universitaire, écrivain et journaliste, ancien vice-président du Bnei Brit Europe, secrétaire général de la Fédération de Paris et de la LICRA, membre du comité directeur du CRIF. Tout d'abord, la question la plus simple, comment vous est venue l'idée de compiler tous ces destins dans un livre ? Eh bien, Alexandre, c'est un mélange de plusieurs idées. C'est qu'il y a 5 ans, à l'occasion des 70 ans de la fondation d'Israël, nous avions écrit un livre qui s'appelait « 70 figures d'Israël », dans lequel nous avions voulu montrer Israël et les Israéliens sous ses différentes facettes. C'est-à-dire qu'à côté des fondateurs, des grandes figures politiques, sionistes, on avait parlé des écrivains, de footballeurs, de gens qui sont dans le high-tech, de gens qui sont dans la cuisine. Enfin, on avait montré la diversité de la société israélienne. Et notre éditeur nous a dit, bien écoutez, il y a aussi des tas de juifs qui vivent en dehors d'Israël, et ça serait peut-être intéressant de faire connaître au public, par des anecdotes, le destin de certaines personnalités. Et puis ça répondait aussi, je dirais, à l'ère du temps, à savoir que nous avons passé une période difficile qui a été la période de la Covid-19, du confinement, et nous nous sommes dit avec Jean-Pierre qu'actuellement, ici, en France et ailleurs, on a besoin de légèreté. Et donc on a proposé ce livre de 80 portraits qui sont des portraits écrits dans un style rapide. Journalistique, voilà, je cherchais le mot que vous avez trouvé, Alexandre. Il y a le sujet, verbe, complément. Voilà, et puis on met un point et on passe. Avec cette idée, si vous voulez... Mais c'est pour ça que ça se lit bien et ça se lit vite. Hein. Oui, et puis vous savez, on peut passer d'une histoire à une autre. On n'aime pas tel personnage, on le saute, ou on peut y revenir un peu plus tard. Oui, on peut faire une première sélection, puis une deuxième et une troisième. Oui, et on apprend beaucoup de choses. Mais écoutez, on a voulu que ça donne un petit peu l'appétit à ceux qui souhaitent en savoir plus sur tel ou tel personnage, ensuite de fouiller par eux-mêmes. Oui, absolument. Alors vous nous racontez l'histoire de ces 80 personnages, comme le dit le grand rabbin de France. Vous avez fait un choix. Alors, si vous avez fait un choix, c'est donc que vous avez 80 personnages, mais vous avez sûrement prévu d'autres personnages, et puis vous en avez éliminé. Alors, quels sont ceux que vous avez éliminés ? Et pourquoi vous les avez éliminés ? Alors j'ai envie de vous dire tout d'abord comment on l'a fait, comment on les a choisis. Eh bien, on s'est donné un devoir, Jean-Pierre Allali et moi-même, qui était que chacun d'entre nous... Liste alphabétique ? Non, chacun devait arriver avec 100 noms.
Et puis on a essayé de regrouper les noms que nous avions en commun en se disant, oui, ils sont irrésistibles. Et puis chacun avait ses chouchous. Alors je vais vous dévoiler un secret militaire. Moi je voulais absolument qu'on parle de Sandrine Kiberlin. Je l'adore. Et donc, c'est vrai que j'ai pas tout à fait compris, elle n'était pas décédée. Oui. Bon, non, mais on parle de personnages vivants, bien évidemment. Hein, il n'y a pas que des. Ensuite, donc chacun a ajouté ses chouchous. Et quand on a présenté le livre à notre éditeur, il nous a dit mais vous avez oublié quelqu'un. Et on lui a dit mais qui? Mais vous ne parlez pas de Freud. On lui a dit mais écoutez. 80 personnages, on ne peut pas parler de tout le monde. Alors, oui, c'est peut-être le plus connu finalement. Oui, mais vous savez, il y en a tellement, on aurait pu parler. Écoutez, je ne veux pas faire un grand discours sur l'apport des Juifs à l'humanité, à la culture, mais le choix a été difficile. On a sûrement oublié des gens. C'est pas de façon volontaire. Et non, puis, vous les avez mis de côté parce que vous allez faire sûrement une suite. Oui, c'est ça, le retour des magnifiques. Hein, voilà. À suivre, quoi, absolument. Ray Musicante, vous avez choisi délibérément de commencer par les fondateurs d'Israël. Edmond de Rothschild, Naftali Herz Humbert, qui écrivit les paroles de la Tikva, en passant par Théodore Herzl, que vous avez intitulé « L'inventeur du sionisme ». Alors justement, l'inventeur du sionisme, est-ce qu'Israël de nos jours ressemble à ce qu'imaginait Théodore Herzl? Alors écoutez, je ne vais pas rentrer dans le débat politique qui secoue la société israélienne, mais soyons positifs. Soyons positifs en se disant que quand il a écrit l'État juif, quand il a réuni le premier congrès sioniste en 1897, il avait dit « Aujourd'hui on va me prendre pour un fou et peut-être que dans 50 ans les événements me donneront raison ». Et aujourd'hui, quand on regarde Israël, qui est composé de citoyens qui viennent de 120 pays différents, Israël qui aujourd'hui compte 10 millions d'habitants, donc qui est plus grand que la Belgique par exemple, Israël qui, suivant certains critères, et pas seulement du point de vue de la défense, est considéré comme la 8e puissance du monde. Et vous savez, je vais prendre comme dernier exemple, pour dire que finalement, jamais Herzl n'aurait imaginé ce que serait Israël aujourd'hui. Vous savez, chaque année, l'ONU fait une étude et pose la question, est-ce que vous êtes heureux de vivre dans votre pays ? Et cette année, après la Finlande, après le Danemark, après la Suède, le 4e pays, c'est Israël. Donc, vous savez, il y a ce vieux proverbe qu'on dit ou qu'on disait souvent ici, que les Juifs en France disaient qu'ils étaient heureux comme Dieu en France, et j'ai envie de vous dire maintenant, heureux comme Israéliens en Israël. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous avez rangé vos personnages, les bâtisseurs, le panthéon des géants, les guides spirituels, les grands visionnaires de l'industrie du savoir, quel est, d'après vous, le point commun de tous ces portraits? S'il y en a un, est-ce que c'est leur identité juive? Est-ce que c'est l'amour d'Israël? Il y a un point commun à tous ces, ces personnages. J'ai envie de vous dire, Alexandre, que on parle même de personnalités qui n'avaient pas Israël dans le sang, des gens qui n'étaient pas forcément des sionistes, mais je dirais que au fond, ce qu'on a voulu transmettre, c'est la condition juive. La condition juive que je pourrais résumer par ce propos de Golda Meir que j'aime bien, qui est de dire que le pessimisme, c'est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Et donc, tous ces personnages, toutes ces personnalités magnifiques, ce sont des gens qui, confrontés aux aléas de la vie, ont voulu faire preuve de courage, d'audace, se dépasser. Bien sûr, l'immense majorité revendique ses origines juives, mais en même temps, alors pour certains, ils ont voulu participer à la construction de l'État d'Israël, mais je dirais qu'une façon générale,
très modestement, chacune de ces personnes, dans son domaine, a voulu apporter quelque chose au bienfait de l'humanité. Et donc c'est une vision beaucoup plus large dans laquelle il faut regarder ce livre. Dans la première partie des géants, vous m'avez rappelé énormément de souvenirs, des souvenirs d'enfance. La distribution de lait à l'école, instaurée par Pierre Mendès France, j'y ai eu droit. La guerre d'Algérie, je me souviens encore de ce qui se passait en France, même de l'autre côté, je voyais les unes de François, comme ça. Et puis, plus tard, quand j'ai commencé la radio, je me souviens de Jean-Pierre Bloch, dont vous avez fait le portrait. Alors, Jean-Pierre Bloch, sachez que c'est mon premier reportage. On m'envoie, j'étais à Radio Shalom à Paris, on m'envoie avec un magnétophone sur le ventre à la sortie d'Assas, parce qu'il y avait eu l'extrême droite qui avait bloqué Assas à ce moment-là, et je vois une personne sortir, je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais pas. Je vais vers lui, j'étais tout seul, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'autres reporters. Je lui mets un micro sous le nez, je lui dis « Monsieur, excusez-moi, vous êtes qui, s'il vous plaît ?» Il me dit « Je suis Jean-Pierre Bloch, président de la LICRA. » Voilà, c'était mon premier reportage. Et j'ai fait une petite interview de Jean-Pierre Bloch à ce moment-là. Alors si vous permettez, je vais réagir, parce que Jean-Pierre Bloch, qui a été un grand résistant, qui a été ministre du général de Gaulle, qui a été le président de l'ICRA, avait cette qualité que j'adorais, qui était qu'il ne se prenait pas au sérieux, qu'il était très modeste. Et il m'a raconté un jour une histoire que j'adore, et qui est aussi un petit peu, moi, ma façon de me comporter. C'est que un jour, il est aux Champs-Élysées, il y a une dame qui l'apostrophe, il lui dit « Ce que vous faites, c'est merveilleux, vous avez été un grand résistant, vous luttez contre l'antisémitisme et le racisme, vous êtes quelqu'un de fabuleux. » Et donc, il devient tout rouge, Pierre Bloch, et la dame lui dit « Au revoir, j'étais très heureux de vous rencontrer, monsieur Daniel Mayer. » Daniel Mayer qui a été le secrétaire du Parti socialiste, maintenant la clandestinité. Et donc, si vous voulez, Pierre Bloch est quelqu'un que j'ai adoré, parce que c'était un militant courageux, mais en même temps, il avait toujours ce recul et cette modestie qui était Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous ont marqué comme vous savez, alors évidemment, parmi les personnages dont on parle avec Jean-Pierre, il y a des gens qu'on a connus ou qu'on connaît sous différentes facettes. Alors, moi, il y a quelqu'un pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, qui est Rika Zaraï. Parce que Rika Zaraï... Elle était de tous les combats en faveur d'Israël. Absolument. Je l'ai connue sur scène, je l'ai même présentée. Voilà, alors Rika, il se trouve que j'ai encore rendu visite il y a quelques semaines à Jean-Pierre Magnier, son compagnon, qui malheureusement est seul depuis sa disparition. Et Rika ne pouvait pas supporter des injustices prononcées par des politiques ou par des médias, et elle m'appelait assez souvent me disant « Écoute, tu as entendu ce qu'a dit telle ou telle personnalité ?» C'était pour moi la deuxième ambassadrice d'Israël en France. Vous nous contez la vie de Claude Lanzmann aussi, de Simone Veil, Elie Wiesel, les Klarsfeld, présents tous dans nos têtes, mais aussi celle d'utopistes, comme Ludwig Leiser Zamenhof, l'inventeur de l'espéranto. Et d'ailleurs, il y a ici à Cannes une rue qui s'appelle, et qui porte son nom, qui donne sur la Croisette. Voilà. Alors, je voulais le souligner absolument. Ray Musicant dans la rubrique « Ces grands visionnaires de l'industrie du savoir ». Là, je vais vous faire une petite aparté, mais vous avez oublié quelqu'un de très important, mais extrêmement important, c'est André Citroën. André Citroën était un juif. Oui, mais écoutez... Mais il avait une histoire extraordinaire. C'est lui l'inventeur de la DS, de la 2 chevaux, etc. Oui, mais vous avez tout à fait raison, Alexandre. Alors, le problème... il n'y avait plus de place pour lui. C'est que ça sera dans le tome numéro 2. Mais il y a autre chose avec Citroën,
qui, comme vous le savez, était d'origine néerlandaise, c'est que Citroën, ça a été au fond, avant Bleustein Blanchet, dont on ne parle pas non plus dans le livre, hein, je peux vous faire la liste de ceux dont on ne parle pas. C'est vrai. Ça a été l'inventeur de la publicité, puisque pendant des années, son nom... Oui, il était sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel, oui, bien sûr. Mais vous savez, écoutez, vous savez, on dit ils sont partout, mais on ne pouvait pas tous les mettre dans ce livre. Mon invité ce matin, Ray Musicant, auteur avec Jean-Pierre Attali de Les Magnifiques, figure extraordinaire du peuple juif. Ray Musicant, vous avez aussi pensé aux penseurs. Bernard Lazare, Joseph Kessel, Albert Memmi, Romain Gary, Marek Alter que j'ai souvent côtoyé, que j'ai eu souvent aussi en tant qu'invité. Lorsque j'avais la direction de Radio Shalom à Paris, il y avait aussi Henri Bulavko qui venait très très souvent. Il venait à la radio. Pourquoi dans cette rubrique, vous avez inclus Eliezer Ben Yehuda, qui n'est pas un penseur, qui est simplement le père de l'hébreu? C'est plus un visionnaire. Alors, ce n'est pas un penseur. Alors écoutez, Alexandre, si on suit une certaine logique, Ben Yehuda a pensé rénover la langue hébraïque, c'est-à-dire qu'il a eu cette idée. Et au fond, à travers Ben Yehuda, ce qu'on a voulu dire, c'est que tous nos magnifiques, ils ont eu une idée qui les a sublimés, et lui, il s'est dit... il faut que le peuple juif retrouve sa langue. Donc il y a pensé, et effectivement, il a mis ça, j'allais dire, en musique, hein, en fait, cette année, son centenaire. Et le fait qu'on l'ait mis dans cette rubrique était, voilà, lui aussi quelqu'un qui est arrivé avec un projet de vie pour son propre peuple. Et pour lui-même, puisqu'il ne parlait que l'hébreu. Y compris avec son chien. Toutes les autres. Y compris avec son chien. Oui, c'est ce que j'ai lu. Oui, absolument. La partie art, spectacle et scène fait la part belle aux Américains. Alors, il y a Arthur Rubinstein, George Gershwin, Elizabeth Taylor, Steven Spielberg, Ray Musicant. Tous, d'abord, sont ashkénazes, mais tous ont des failles dans leur vie. Tous des parcours atypiques et chanceux, mais tous revendiquent haut et fort leur judaïsme. C'est ce qui m'a le plus marqué. Écoutez, il y a aussi le fait que aux États-Unis, peut-être contrairement à la France, il est tout à fait normal de s'affirmer en tant que juif, on a le droit de dire qu'on a de l'argent. Oui, j'allais vous dire américain et irlandais, américain et italien, américain et juif. Et donc tout à fait naturellement, Alexandre, vous avez peut-être l'occasion de vous retrouver aux États-Unis au moment de Hanouka, tout à fait naturellement, dans les aéroports et ailleurs. Eh bien, il y a écrit bonne fête de Hanouka, c'est normal, hein, et c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, des valeurs américaines. C'est de la laïcité, ça. Non, c'est de l'ouverture, et c'est ce qui explique aussi, là je ne fais pas de politique, le fait qu'il y ait une amitié profonde entre les États-Unis et Israël, quels que soient les gouvernants, parce qu'au fond c'est le partage de mêmes valeurs. Vous nous parlez aussi d'artistes, puisqu'on est dans cette rubrique, mais d'artistes français. Georges et Marcel Craven, je les ai mis tous les deux. D'ailleurs, je pensais que c'était le même personnage. Le premier, c'est les frères Cohen, le premier, donc l'aîné, le créateur des Césars du cinéma, les 7 d'or de la télévision et des Molières du théâtre. Le second était lui metteur en scène et réalisateur à la télévision, et on lui doit entre autres de nombreux commissaires Maigret. Je pensais que c'était le même personnage. Vous m'avez appris que c'était 2 frères. Écoutez, je suis content de vous avoir appris quelque chose en lisant ce livre. C'est pas uniquement ça. Il m'a appris énormément de choses. Dans cette rubrique aussi, on y trouve Goscinny, Gainsbourg, Régine, Wolinski. Quel était leur point commun? Ils venaient de l'Europe de l'Est. Oui. Ils étaient écorchés un petit peu. Écoutez, voilà, c'est ça. Je pense que toute personne qui est déracinée, que ce soit soi-même ou ses parents, est un petit peu écorché vif, vous voyez. Et tous ces personnages
même si chacun d'entre eux a voulu, disons, se réaliser, pour certains, dans des scénarios de bande dessinée, comme Goscinny dans la chanson, comme Régine. Et Régine qui est morte, finalement, elle n'était pas heureuse. Non. Elle n'est pas morte heureuse. Non, et elle est morte dans la misère, pratiquement. Écoutez, je veux dire que nous sommes tous les héritiers, à la fois, je dirais, de l'histoire du peuple juif et de l'histoire de nos propres parents. Et ça peut apparaître, y compris à travers des récits d'Astérix. Alors j'ai mis dans cette rubrique Jean-Jacques Goldman de côté. Pour quelques raisons. Un, parce que j'aime le personnage, que j'ai rencontré plusieurs fois au Club Med à Opio. Il y a quelques années, ma femme lui a gardé même ses enfants, lui a fait les devoirs de ses enfants, enfin du moins, elle faisait faire les devoirs de ses enfants. Deux, parce que c'est le plus populaire des chanteurs français, entre guillemets juifs. Et trois, parce que je me suis aperçu que nous n'avions que 50 différences, il est né aussi au mois d'avril comme moi. Voilà. Un commentaire ? Oui, écoutez, il est né la même année que moi. Ah voilà, il est né la même année que moi, et puis regardez, c'est quand même extraordinaire. Jean-Jacques Goldman ne s'est pas produit en concert, n'a pas publié, écrit des chansons, produit un album depuis des années, et il est numéro 1 au top 50 du Journal du Dimanche. Je trouve ça fabuleux. Et puis ce que j'aime beaucoup chez Jean-Jacques Goldman, c'est à la fois son talent et sa modestie. Et moi je suis très sensible aux gens qui réussissent, mais qui ne se manifestent pas de façon ostentatoire. Oui, c'est vrai, quand je discute avec lui, il était très très abordable. Il est simple. Et d'une simplicité, il allait faire son footing entre le Club Med et puis Opio, il y a à peu près 2 kilomètres. Il faisait son footing, il allait acheter son journal, le pire revenait. C'est le chapitre des voix qui m'a peut-être le plus ému. Vous avez évoqué Rika Zaraï, vous en avez parlé tout à l'heure, Frida Bocara. Frida Bocara, je me souviens quand c'était dans les années 85-90, comme ça, elle avait déjà perdu la vue, on lui téléphonait et elle avait du mal à trouver son téléphone. Il y a aussi Georges Moustaki qui disait de lui « Je suis un juif marginal, mais un juif tout de même ». Et puis il y a Mort Schumann, Brooklyn by the Sea, Papa Tango Charlie. Moi, ça me rappelle les débuts de la radio, 81, 85, comme ça. On y passait ces disques. Et là encore, Raïm, excusez-moi, mais vous avez oublié quelqu'un de très important. Quelqu'un qui a écrit Plaidoyer pour ma terre, une des plus belles chansons, Herbert Pagani. Vous l'avez mis comme ça de côté. Alors écoutez, encore une fois, on a été amené à faire des choix cruels, mais si vous voulez, je peux vous... Ça a dû être cruel, hein, vraiment. Oui, non, mais regardez, puisque vous parlez de Herbert Pagani, j'aimerais évoquer un souvenir personnel avec Herbert Pagani. C'est que quand j'étais un jeune militant, donc c'était au siècle dernier, j'organisais à Toulouse chaque année un gala pour à la fois célébrer le jumelage entre Toulouse et Tel Aviv, qui sont jumelés depuis 1962, et Yom Ha'atzmaut. Et chaque année, on invitait un chanteur français et un chanteur israélien. Et une année, on invite Herbert Pagani. Dans l'après-midi, on fait les répétitions que vous connaissez en tant que professionnel. Et puis, on s'apprête à ce qui est le spectacle après les discours de l'ambassadeur d'Israël, du maire de Toulouse. Et on apprend qu'un massacre de jeunes enfants a eu lieu dans le kibboutz de Baalot. Et bien évidemment, on a annulé ça. Avec Herbert Pagani, on était sous un choc terrible. Évidemment, comme vous vous rendez compte, tout a été annulé. Mais je dirais que c'est dans cette tragédie un souvenir extrêmement ému que je garde de Pagani, qui non seulement a écrit ce fabuleux plaidoyer pour ma terre, mais également l'Étoile d'Or, dont vous vous souvenez, et qui est vraiment, je dirais, un juif authentique, un juif engagé. Et comme vous le savez, il a souhaité être enterré en Israël, à Holon. Mais moi, je me souviens de ce plaidoyer pour ma terre, la première fois que je l'ai entendu.
mais ça me donnait des frissons. Ouais. Et quand je l'entends, ça me donne toujours des frissons. Vous voyez, j'en ai même des trémolos dans la voix. Dans les grandes voix... juste avant, j'allais passer à un autre... dans cette section, justement, des voix, j'ai découvert Rabiba Msika. Rabiba Msika, que je ne connaissais pas du tout. Dites-moi, c'est Jean-Pierre Lally qui l'a glissé, parce que c'est une tragédienne, elle dansait, elle chantait, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté au judaïsme? Pas grand-chose. Le fait qu'elle soit juive, qu'elle soit née juive, c'est tout. Écoutez, si vous en parlez à nos amis juifs originaires de Tunisie, c'est quelqu'un qui compte dans la mémoire collective. Oui, parce que c'était une très grande voix. Voilà, c'était quelqu'un qui avait une voix envoûtante. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est tout, mais elle n'a rien apporté au judaïsme. Écoutez, oui, mais je dirais qu'elle fait partie un petit peu... On n'aurait pas pu la mettre à la place d'Herbert Pagadi, non? Écoutez, on négociera, on passera en livre de poche. Mais disons que, encore une fois, c'est quelqu'un qui reste, je dirais, dans la mémoire collective de plusieurs générations de juifs de Tunisie. Alors, dans ces grandes voix, vous avez pensé, bien sûr, à Barbara Streisand, Bob Dylan et bien d'autres, dont Leonard Cohen et son Alléluia. Je vais vous lire juste les 2 premières strophes, parce que vraiment, moi, ça me fait penser au psaume de David. Il paraît qu'un accord mystérieux que jouait David plaise à Dieu, mais la musique ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Ça fait comme ça, la quarte, la quinte, le mineur tombe, le majeur monte, le roi surpris composant Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu voulais des preuves malgré ta foi. Quand elle se baigna sur le toit, sa beauté au clair de lune te subjuga. À un tabouret, elle te lia, ton trône se brisa, tes cheveux coupa, et de tes lèvres tira cet Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je trouve que c'est magnifique. C'est une écriture, alors c'est en anglais, mais je pense qu'il a eu la pensée, il a eu David dans sa tête, c'est pas possible. Mais il a eu David dans sa tête, effectivement. Vous savez que Leonard Cohen avait une profonde éducation juive, que l'un de ses grands-pères était un rabbin qui était vraiment un grand érudit du Talmud, et que cette chanson, Alléluia, il a mis plusieurs années à l'écrire. Il y a eu plusieurs versions, et puisque vous parlez de Leonard Cohen, moi, il y a un moment qui m'a terriblement ému, c'est que lors de sa dernière tournée international, il a conclu donc sa série de galas à Ramat Gan, où le spectacle était donné en plein air. Il y avait 50 000 Israéliens. Et comme Leonard Cohen, par définition, c'est un Cohen, il a fait le Birkat HaKohanim, et donc il a béni les spectateurs et le peuple d'Israël. Nous n'avons parlé qu'à peine dans ces quelques minutes que de la moitié, même pas la moitié des personnages de votre livre, sont ceux dont vous nous racontez l'histoire très musicante, souvent sont partis de rien. Et ils ont eu des vies extraordinaires. Tous étaient de sérieux voyageurs. On les voit partir de Russie, de Pologne, de Lituanie, de Galicie, d'aller à New York, en Australie, etc. Puis de revenir dans tous les sens et d'arriver en Israël. Tous étaient donc de sérieux voyageurs qui n'avaient pas peur de parcourir le monde pour trouver un refuge. Tous sont issus de communautés juives importantes, décimées après la guerre. Où que l'on vive, il y a une question maintenant qui se pose. Est-ce qu'on peut être juif sans aimer Israël ? Écoutez, je pourrais vous citer l'exemple de certains journalistes, hommes politiques d'origine juive qui n'aiment pas Israël. Je dirais que c'est leur choix, mais je pense que pour... Au fond d'eux-mêmes écoutez... Ou ils le cachent. Où il y a des gens qui ont besoin... Non, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de régler des problèmes avec eux-mêmes et qui n'ont pas trouvé encore l'adresse de leur psy. Mais je crois qu'effectivement... pour reprendre la phrase de Elie Wiesel, Jérusalem est au cœur de chacun d'entre nous actuellement. Nous avons évoqué tout au long de cette émission quelques-unes des figures qui composent les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif parues aux éditions Cliff.
Merci Rai Musicante. Merci de nous avoir présenté votre ouvrage qui est très important et qu'il faut absolument se procurer et de le placer dans sa propre bibliothèque et de revenir une fois de temps en temps dessus. Merci beaucoup d'être venu. Avec le plus grand plaisir. Merci Alexandre pour votre accueil.